Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, Madame la Directrice Générale, nous sommes très heureux de vous accueillir pour aborder avec vous les enjeux des secteurs dont vous avez la responsabilité, secteurs à l'actualité toujours riche, comme en témoigne l'adoption récente par notre commission de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public et le prochain examen des contrats d'objectifs et de moyens, les COM, des différentes entités de l'audiovisuel public. Concernant un autre domaine essentiel à notre patrimoine culturel, le service du livre et de la lecture, placé sous votre autorité, a notamment pour mission de favoriser le développement de la lecture et de procéder à l'évaluation des politiques dans le domaine de la lecture publique, ainsi que de contribuer à la modernisation des bibliothèques et des médiathèques. Donc, disposez-vous déjà d'éléments d'évaluation quant aux effets de la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique qui résultait d'une initiative parlementaire de nos collègues sénateurs. La restitution très attendue des conclusions des États généraux de l'information, EGI, devrait avoir lieu le 26 juin prochain à la Cité des sciences et de l'industrie. Notre commission elle-même s'est impliquée en organisant des tables rondes et des auditions sur ce sujet. Un document de synthèse reprenant ces différents travaux ainsi que les contributions des groupes politiques constituera d'ailleurs notre participation à cette réflexion collective. Face à ces enjeux importants, comment la Direction générale des médias et des industries culturelles aborde-t-elle la suite des EGI ? Pouvez-vous déjà nous indiquer si certains sujets font l'objet d'une attention particulière de la part du ministère ? Et doit-on s'attendre à un projet de loi de portée générale revenant sur les différents sujets abordés par les EGI, ou s'agira-t-il plutôt de mesures sectorielles spécifiques ? Vous avez été à l'initiative, avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, de la réalisation par le cabinet PMP Stratégie d'une étude économique et prospective visant à évaluer les perspectives d'évolution du marché publicitaire français à l'horizon 2030. Pourriez-vous nous rappeler les principales conclusions de cette étude et nous indiquer les enseignements qui pourraient en être tirés en termes de régulation ? Donc, Madame la Directrice Générale, je vais vous donner la parole pour une quinzaine de minutes avant que mes collègues ne vous posent d'autres questions. Mais sachant que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite à mes questions dans les propos liminaires, mais vous pouvez attendre que tous mes collègues vous aient posé des questions. Je vous en prie, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, merci de cette invitation. Permettez-moi de commencer mon propos liminaire en vous présentant un peu rapidement les missions et le rôle de la DGMIC, et puis je reviendrai sur quelques-uns de nos grands sujets d'actualité. Donc, cette direction conçoit et met en œuvre la politique de l'État en faveur des médias, du livre et de la lecture, de l'industrie musicale et de l'économie culturelle plus généralement. Elle poursuit deux grandes missions. La première, c'est de promouvoir la diversité culturelle et le développement de la création. Donc ça, c'est la même mission que les autres directions du ministère de la Culture. Et puis l'autre grande mission, c'est de promouvoir le pluralisme et la qualité de l'information. Et donc ces deux grandes missions impliquent aussi la régulation des plateformes numériques sur laquelle la DGMIC est compétente conjointement avec le ministère chargé du numérique. Pour assurer ces missions, la DGMIC peut s'appuyer sur 140 collaborateurs que je profite de remercier chaleureusement pour la qualité de leur travail. Et la DGMIC peut agir sur 3 leviers. Donc la régulation, et son rôle normatif est important, avec la préparation et le suivi des textes législatifs et réglementaires, mais aussi la négociation de textes européens, car la régulation est de plus en plus à ce niveau. Deuxième levier, l'intervention économique et la gestion de dispositifs d'aide, donc le plus souvent sous forme de subventions depuis le budget de l'État, mais nous avons aussi des crédits d'impôt ou des appels à projets. Et puis, troisième levier, le suivi d'acteurs publics structurants. Donc, dans les champs des médias, les 6 entreprises de l'audiovisuel public et l'agence France Presse. Dans le champ du livre et de la lecture, le Centre national du livre, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d'information et depuis 2020, le Centre national de la musique. Donc la DGMIC a une actualité assez riche, vous l'avez souligné, Madame la Présidente. Il y a bien sûr la réforme de l'audiovisuel public. Donc votre commission vient d'examiner la proposition de loi du président Lafont. Donc le sujet ayant déjà été largement débattu, je vous propose de ne pas y revenir dans mon propos introductif, mais je serai évidemment
ravie de répondre à toutes vos questions sur le sujet. De nombreux autres chantiers sont lancés dans le secteur des médias et donc c'est évidemment des sujets qui sont aussi traités par les États généraux de l'information. On pourra y revenir et donc font l'objet d'une attention particulière de la direction. Le premier sujet bien engagé, c'est celui de la publicité, vous l'avez souligné Madame la Présidente, et de la pérennité du modèle économique des médias traditionnels. Donc, la publicité constitue la principale source de financement des médias gratuits. Elle est fragilisée par de nombreux acteurs numériques et qui ne contribuent pas ou peu au financement de l'information et de la création, mais qui captent une part croissante du marché publicitaire. Donc, la DGMIC a publié avec l'ARCOM une étude sur le financement des médias par la publicité à horizon 2030. Donc, les résultats ont été rendus publics fin janvier. Et puis, nous avons lancé 2 consultations à la DGMIC, consultation des professionnels au premier trimestre de cette année. Donc, la première, plus spécifiquement à la télévision, a abouti à l'assouplissement du régime publicitaire en matière de cinéma et à une autorisation temporaire et expérimentale pour le secteur de l'édition littéraire. Et puis une seconde consultation beaucoup plus large qui faisait suite à cette étude réalisée par le cabinet PMP Stratégie et qui avait vocation à alimenter nos réflexions sur le marché de la publicité. Donc les réponses sont assez riches. Elles portent majoritairement sur le renforcement de la régulation de la publicité numérique et nous pourrons bien sûr y revenir si vous le souhaitez. Un autre sujet qui fait l'objet d'un travail parlementaire important, qui a fait l'objet d'un travail parlementaire important, c'est celui des concentrations. Donc on sait que nos règles sont obsolètes. Le constat a été étayé par la commission d'enquête sénatoriale en 2022. Une mission d'inspection a prolongé ses travaux et a proposé de substituer au dispositif actuel un contrôle plus souple, réalisé par l'ARCOM au cas par cas, de l'impact des opérations de concentration sur le pluralisme des médias. Et donc il appartiendrait à l'ARCOM de déterminer sa propre grille d'analyse de l'impact d'une concentration sur le pluralisme, sans se limiter, comme actuellement, à des critères d'appréciation, que ce soit le nombre d'autorisations ou l'étendue de la couverture ou de la diffusion. Donc nous attendons la conclusion des États généraux de l'information sur ce sujet, mais il nous faudra de toute façon faire évoluer notre dispositif de contrôle des concentrations, car le règlement européen sur la liberté des médias nous oblige à créer une procédure d'évaluation des concentrations dans le secteur des médias, et donc avec une vision plurimédia large, puisqu'elle intégrera les plateformes numériques. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Troisième grand chantier, nous devons également anticiper l'avenir de nos réseaux hertziens de télévision et de radio. Alors, on insiste souvent sur la production de programmes culturels et d'information, mais la diffusion est aussi un enjeu de souveraineté majeur. Donc, cela pose la question de l'avenir de la télévision numérique terrestre. Donc, la loi a sanctuarisé les fréquences de la TNT jusqu'en 2031. Et leur affectation sera réexaminée au niveau mondial à cet horizon. La commission d'enquête de votre Assemblée sur la TNT a proposé de défendre le maintien de l'affectation actuelle des fréquences à la télévision. Et cette question est aussi liée à la capacité de la TNT à se moderniser. Et donc la loi prévoit la remise par le gouvernement d'un rapport au Parlement sur la TNT au 31 décembre 2025. Côté radio, à la suite d'une table ronde au Sénat en janvier 2023, l'ARCOM a engagé l'élaboration d'un livre blanc sur l'avenir de la radio. Nous avons suivi à la DGMIC attentivement ces travaux et les auditions qui ont été conduites par l'ARCOM. Donc l'idée est là aussi de dresser un état des lieux du secteur de la radio en France et d'examiner notamment la question de la transition de la diffusion en FM vers une diffusion en DAB+, donc les travaux s'achèvent et l'ARCOM devrait publier très prochainement son livre blanc. Et puis un chantier important qui est aussi le vôtre, ce sont les suites de la loi Bloch. Donc la loi de 2016 avait marqué une étape importante
avec la consécration du droit d'opposition, l'obligation de négocier des chartes de déontologie, la généralisation des comités d'éthique dans le secteur audiovisuel, le renforcement des pouvoirs de l'Arcom. Les objectifs poursuivis étaient louables, mais sur plusieurs points, on constate qu'ils peinent à trouver une traduction concrète, ce qui invite à réexaminer certains dispositifs pour les améliorer. Donc, la mission d'évaluation menée par votre commission a formulé de nombreuses propositions. Et donc, il sera aussi intéressant de voir comment se positionnent les états généraux de l'information sur ces questions, et nous aurons l'occasion d'en rediscuter probablement rapidement. Pour rester dans le secteur des médias, nous avons en cours 2 chantiers importants en matière de distribution de la presse imprimée. Donc, le premier chantier porte sur le bilan intermédiaire de la réforme de la distribution de la presse aux abonnés. Pour mémoire, un protocole d'accord a été signé en 2022 entre l'État, la presse et la Poste. Donc, le but de cette réforme est d'offrir de la visibilité à la filière grâce à l'encadrement de l'évolution des tarifs postaux et d'inciter les titres de presse à recourir davantage au réseau de portage. Donc, cela passait notamment par la création d'une nouvelle aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés et portés, et par l'adoption d'une grille tarifaire postale unique pour l'ensemble de la presse. Donc, comme le prévoyait le protocole, un bilan à mi-parcours est en cours de réalisation, et donc il pourrait déboucher sur des ajustements des paramètres de la réforme d'ici à la fin de l'année. Autre chantier sur la distribution de la presse, les suites à donner du rapport de l'IGAC et de l'IGF sur la distribution de la presse imprimée au numéro. Donc, le constat est connu, les ventes au numéro ont chuté de près de 80% en l'espace de 25 ans, notamment en raison de l'essor du numérique. Là aussi, le nombre de marchands de presse a baissé de 30% sur les 10 dernières années. La question de la pérennité de notre système de distribution se pose. Donc, un rapport d'inspection a mis en lumière des incohérences logistiques et organisationnelles. Donc, pour illustrer, par exemple, certains points de vente peuvent être livrés 3 à 4 fois par jour avec des camions qui réalisent peu ou prou les mêmes tournées. Et donc, les propositions du rapport tendent à mutualiser à la fois l'impression et la distribution de la presse nationale et régionale, lorsque c'est possible, au numéro et au portage. Donc, les clés de réussite de cette réforme, c'est la mobilisation et la coordination des acteurs de la filière, mais l'État pourrait inciter et encourager à cela. Donc, la ministre de la Culture a confié à Sébastien Soriano, le directeur général de l'IGN et ancien président de l'ARCEP, une vaste concertation sur la mise en œuvre des préconisations de ce rapport, donc, qui rassemble l'ensemble de la profession. Elle doit se conclure à l'été, et donc il peut y avoir aussi quelques sujets législatifs. Pour ce qui concerne le secteur de la musique enregistrée, l'année 2023 a été marquée par la création d'une nouvelle ressource assise sur le streaming musical, affectée au Centre national de la musique, qui vient compléter et équilibrer le financement des missions de cet établissement. Donc, l'enjeu de l'année 2024, c'est bien sûr d'assurer la mise en œuvre effective de ce mécanisme de solidarité interne à la filière. Et puis, le CNC poursuit 2 chantiers pour parachever sa construction, donc la refonte de ces logiques d'intervention en s'appuyant sur une large concertation des acteurs et la signature prochaine d'un contrat d'objectifs et de performance avec l'État qui a vocation à fixer un cap clair pour cet établissement. Pour ce qui est de l'économie culturelle, puisque la DGMIC est en charge de la coordination pour le ministère de la Culture et de cette politique en faveur des industries culturelles, nous poursuivons la déclinaison du volet culture du plan France 2030. Donc, la ministre de la Culture a lancé en ce début d'année un appel à projet pour le développement des technologies immersives, et nous travaillons à un appel à projet sur l'intelligence artificielle dans les secteurs culturels. Donc, la logique de cette politique de filière, je le rappelle, c'est d'accompagner les entreprises les plus innovantes et de structurer un tissu d'entrepreneurs culturels et créatifs qui ont des problématiques communes, l'accès au financement, l'export, le rayonnement à l'international, la transition numérique et écologique, la formation, et donc qui ont vocation à diffuser de la culture à la fois dans les territoires et à l'international.
Et donc, il s'agit pour l'État d'encourager des partenariats publics-privés et de se positionner là où les innovations sont les plus importantes. Dans le champ du livre et de la lecture, donc je mentionnerai, parce que le sujet est vaste, 2 chantiers principaux. Donc la DGMIC a accompagné tout au long de l'année 2023 les auteurs et les éditeurs dans leurs discussions autour du contrat d'édition. Pour mémoire, donc c'est le contrat qui encadre leurs obligations réciproques et qui fixe la rémunération des auteurs. Donc un accord interprofessionnel a été conclu fin 2022 sous l'égide du professeur Cirinelli, et de nouvelles discussions ont eu lieu en 2023 sous l'égide de la DGMIC, cette fois-ci sur les conditions de la rémunération. Et donc la concertation n'est pas entièrement achevée, mais la transcription de ces principes pourrait déboucher sur des dispositions législatives. Donc le ministère de la Culture continue de s'impliquer dans ces questions de partage de la valeur, et nous allons cette année lancer dans les prochaines semaines une étude sur la répartition de la valeur produite par cette filière économique de l'édition du livre. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance du secteur par les professionnels et les pouvoirs publics sur 2 enjeux, la rentabilité des diffuseurs et des distributeurs, qui est un sujet mal connu, et les conditions de rémunération des auteurs qui font toujours débat. Outre ces questions économiques, le ministère de la Culture a déployé en 2024 un effort plus soutenu en faveur de la politique de la lecture. Donc, le ministère a agi principalement donc suite à la loi, la PPL issue du Sénat sur les bibliothèques. Donc, le ministère agit en partenariat avec les collectivités territoriales, donc, qui consacrent des moyens importants à la lecture, 1,7 milliard chaque année pour financer le réseau des médiathèques. Premier équipement culturel du pays, avec 16 000 points de lecture, en s'appuyant sur 60 000 bénévoles, plus de 300 associations de lecture jeunesse. Et donc, afin d'endiguer l'érosion de la lecture chez les jeunes, notamment, le ministère agit en complément de ces acteurs et en complément, évidemment, du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, cette politique en faveur de la lecture au ministère de la Culture repose sur 3 idées, en agissant à chaque âge, dès la petite enfance, pendant la période d'apprentissage ensuite de la lecture, et puis à l'adolescence, qui est le moment de décrochage de la lecture. Donc, nous avons des dispositifs dédiés à chaque âge. Ensuite, en allant chercher les jeunes là où ils se trouvent, dans leur famille, dans les classes et dans le temps périscolaire. Et puis en ciblant davantage les moins aisés, les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est dans ce cadre que des moyens supplémentaires ont été accordés au DRAC. Et la ministre souhaite renforcer ces dispositifs. Donc, je souhaiterais quelques mesures pour illustrer. Nous encourageons et accompagnons l'extension des horaires d'ouverture des médiathèques, qui a été une réussite dans le quinquennat précédent, avec plus de 500 villes qui se sont engagées et qui a permis en moyenne une journée d'ouverture supplémentaire, 9h30, qui a touché 13 millions de Français. Donc les horaires adaptés, surtout le week-end, ont permis une vraie diversification avec une forte présence des familles en médiathèque. Et donc notre objectif est d'atteindre 500 communes supplémentaires à horizon 2027, en visant plus particulièrement les zones rurales et les quartiers défavorisés. Voilà. Nous renforçons aussi l'offre de services des bibliothèques de petite taille à travers les contrats de lecture avec les collectivités territoriales, et donc notamment les bibliothèques départementales, qui doivent être les têtes de pont d'un réseau de lecture publique, en particulier dans les zones rurales. Et puis nous favorisons aussi la construction et la rénovation de bibliothèques en Outre-mer. Donc la ministre a également annoncé qu'elle souhaitait soutenir l'implantation de librairies en dehors des centres-villes, dans les quartiers prioritaires de la ville et en zone rurale. Nous y travaillons avec le Centre national du livre. Le dernier axe de notre action porte sur la régulation des plateformes numériques. Donc, je ne m'étendrai pas. Nous avons largement contribué à l'élaboration et au suivi de la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, qui adapte dans le droit français le règlement sur les services numériques, le DSA et le DMA. Donc, cette loi comporte également des mesures visant à mieux protéger les mineurs contre la pornographie en ligne,
ainsi qu'à lutter contre les médias de propagande sanctionnés au niveau européen. Et donc il s'agit maintenant, là aussi, d'assurer la mise en œuvre de cette loi et la bonne application des règlements, notamment sur les volets protection des mineurs et lutte contre la désinformation. Voilà, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les députés, quelques-uns aperçus rapides de nos travaux qui ont vocation à favoriser la production et la diffusion d'une information fiable et de qualité, de programmes de création culturelle qui permettent à la fois de lutter contre l'uniformisation de la culture, d'apporter des réponses à la transformation accélérée des usages et à l'exposition croissante aux fausses informations, et donc qui, je l'espère, contribue au développement de l'esprit critique de nos publics. Merci de votre attention. Merci Madame la Directrice. Effectivement, c'est un panorama que vous nous avez brossé et qui va susciter, je n'en doute pas, de nombreuses questions. Donc nous allons commencer par les groupes avec, pour le groupe Renaissance, Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, en France, le développement des médias et des industries culturelles et donc celui de la création et de la diffusion de la culture française est soutenu par des investissements forts que je tiens à saluer au nom du groupe Renaissance. Les crédits affectés aux missions budgétaires sous votre direction n'ont jamais connu autant de moyens pour remplir les missions demandées qui n'ont par ailleurs elles-mêmes pas cessé d'augmenter. De même, près de 400 millions d'euros ont été mobilisés depuis 2022 dans le cadre du volet culture du plan France 2030 pour accompagner la transformation des industries culturelles et créatives françaises par la mise en place des différents programmes d'innovation. Vous l'avez mentionné, celui plus récent sur les technologies immersives ou encore la grande fabrique de l'image en lien avec la Banque des Territoires et le CNC visant à faire de la France le leader européen des tournages et de la production numérique. La culture ne se limite pas au rayonnement de l'image de notre pays, mais représente un enjeu démocratique et économique majeur à l'heure où les États généraux de l'information rendront leurs conclusions le 26 juin prochain, notamment afin de renforcer la confiance des Français dans l'information et dans le bon fonctionnement de nos institutions. Aussi, alors que la DGMIC dispose d'un champ d'action très large, passant du livre jusqu'à l'audiovisuel, dont l'actualité se fait intense en ce mois de juin, ici, comme vous le savez, l'une de vos missions consiste aussi à mettre en place la politique d'innovation de l'État au sein des différentes industries culturelles françaises. Et c'est justement sur cette mission que je souhaiterais vous interroger. Alors que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a rappelé l'importance de s'approprier les nouvelles technologies qui s'invitent dans tous les secteurs culturels, en mandatant notamment le CSPLA de 2 missions sur l'intelligence artificielle et les droits d'auteur, il apparaît essentiel que votre direction accompagne l'ensemble des médias et des industries culturelles dans le développement d'innovations leur permettant de maintenir une saine compétitivité avec leurs homologues internationaux. À ce titre, pouvez-vous nous indiquer comment la DGMIC promeut et diffuse les innovations au sein des différentes industries culturelles ? Et alors que l'IA touche l'ensemble des acteurs du secteur de la culture, comment pouvez-vous opérer un rôle d'agent de liaison afin de faire profiter chacun d'entre eux des innovations technologiques que d'autres acteurs nationaux développent, tout en respectant bien sûr le juste partage de la valeur? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Sophie Blanc. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, comme vous le savez, le rapport de l'Institut Thomas More a mis en lumière des dysfonctionnements préoccupants en matière de pluralité et d'impartialité au sein de l'audiovisuel public français. La sous-représentation inquiétante des idéologies dites de droite, avec seulement 4% des intervenants, est particulièrement problématique. Comment justifiez-vous ce déséquilibre criant et quelles initiatives immédiates seront mises en œuvre pour assurer une représentation équitable de toutes les sensibilités politiques ? Le rapport révèle aussi une surreprésentation tout aussi préoccupante des discours d'extrême gauche qui bénéficient d'une audience largement supérieure à leur poids électoral. Comment expliquez-vous cette distorsion et quelles actions concrètes seront entreprises pour aligner la répartition du temps de parole sur les réalités politiques du pays ? De plus, les déclarations de Mme Ernotte et Van Riet, qui revendiquent respectivement une orientation progressiste de France Télévisions et de France Inter, semblent confirmer une dérive idéologique des médias publics. Comment comptez-vous remédier à ces prises de position qui portent atteinte à l'impartialité attendue d'un service public ? Enfin, le rapport fait état d'une promotion systématique du multiculturalisme et d'un manque de diversité des opinions sur les questions idéologiques. Comment comptez-vous assurer un débat équilibré, incluant des perspectives variées sur ces enjeux de société ? Il est impératif que l'audiovisuel public remplisse pleinement ses obligations légales d'impartialité et de pluralisme. Les révélations de ce rapport appellent à une action rapide et déterminée pour restaurer la confiance des citoyens. Nous attendons avec intérêt les mesures concrètes envisagées afin de garantir une couverture médiatique équilibrée et représentative des différents points de vue sur ces questions cruciales. Je vous remercie.
Merci Madame la députée. Pour LFI, Sarah Legrain. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale des médias et des industries culturelles, merci beaucoup de votre présence utile pour nous éclairer du point de vue de l'administration sur les chamboulements politiques auxquels nous assistons. Je voudrais d'abord vous entendre au sujet du projet de fusion à marche forcée de l'audiovisuel public par Rachida Dati. À marche forcée parce que toutes les organisations syndicales de toutes les entreprises publiques concernées sont vent debout contre ce texte, ainsi qu'une cinquantaine de personnalités comme Laure Calamy, Julien Clerc ou encore Vincent Dedienne. À marche forcée parce que Madame Dati, après avoir prétendu reprendre une proposition de loi votée au Sénat, l'a profondément travestie, transformant une holding en fusion. Les 5 anciens ministres de la Culture que nous avons pu interroger sur le sujet se sont déclarés contre. Alors sans projet de loi, sans étude d'impact, sans anticipation, comment se passe ce changement de ligne au ministère? En particulier, comment concevez-vous concrètement les objectifs d'indépendance, de diversité, de pluralisme, dès lors que Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et l'INA verraient des rédactions fusionnées et seraient placées sous la houlette d'un seul patron, et dès lors que la ministre elle-même ne cache pas sa nostalgie de l'ERTF? Traitement de la campagne européenne biaisée par des allocutions présidentielles, par des débats, voire des irruptions surprises du Premier ministre, suppression d'émissions critiques comme la chronique de Dominique Méda, limogeage de l'humoriste Guillaume Meurice, lâchage de la journaliste Nassera El Moadem face aux attaques racistes, nous déplorons déjà une mainmise politique et une dérive réactionnaire dans le service public. Alors quel contre-pouvoir interne, quel contrôle citoyen imaginer dans ce nouveau mastodonte caporalisé? Enfin, comme votre direction est aussi celle des industries culturelles, j'aimerais vous parler cinéma. Dans le cadre du coup de rabot de Bruno Le Maire, une mission en cours de l'Inspection générale des finances sur le CNC étudie différentes pistes, dont la modification des seuils d'accès au crédit d'impôt, le plafonnement des ressources, la collecte des taxes par Bercy. Et tous les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer se sont montrés très inquiets. Est-ce que vous êtes associé à ce rapport de l'IGF? Le ministère de la Culture a-t-il encore un poids quelconque face à Bercy? Et saura-t-il soutenir le modèle vertueux du CNC et de l'exception culturelle française, qui ont quand même permis encore récemment à des réalisatrices de remporter des prix prestigieux comme la Palme d'Or ou l'Ours d'Or? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les Républicains, Isabelle Périgot. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, la culture française est un pilier fondamental de notre nation et un vecteur important de notre rayonnement international. Aujourd'hui, face à la mondialisation et à l'évolution rapide des technologies numériques, l'économie culturelle en France se trouve à un carrefour décisif. Les défis posés par les plateformes de streaming, les réseaux sociaux et les nouvelles formes de consommation culturelle bouleversent les modèles économiques traditionnels. Tout d'abord, les plateformes de streaming dominent de plus en plus le marché, offrant un accès facile et souvent moins coûteux à une multitude de contenus. Ainsi, nos créateurs français luttent pour rivaliser avec ces plateformes afin de préserver la spécificité et la diversité de notre production culturelle et permettre une visibilité plus large des œuvres françaises face à une concurrence internationale toujours plus intense. Ensuite, sujet essentiel, la rémunération des créateurs. Les modèles économiques des plateformes numériques ne garantissent pas toujours une juste rétribution des artistes et des auteurs, menaçant l'innovation et notre patrimoine culturel. Par ailleurs, la crise sanitaire a montré la fragilité des secteurs culturels et créatifs, mettant en lumière la nécessité de repenser les modes de financement et de soutien public. Alors, face à ces défis, Madame la Directrice Générale, comment envisagez-vous, mais concrètement, de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'industrie culturelle, des créateurs aux diffuseurs, d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, cela fait encore débat, en passant par les institutions publiques et privées pour construire un écosystème culturel et solide et dynamique? Merci. Merci Madame la députée. Pour le groupe démocrate, Laurent Esquenégox. Merci Madame la Présidente. Excusez ma voix, Madame la Directrice Générale. L'actualité des médias est relativement dense. Vous me pardonnerez de vous interroger sur 2 sujets assez distincts. D'abord, j'aurais souhaité évoquer la réforme de l'audiovisuel public. Le groupe démocrate soutient la proposition du président Lafont et de son projet de holding à renforcer les synergies. Nous avons néanmoins plus de doutes sur l'opportunité d'une fusion, a fortiori le 1er janvier 2026. Sur ce sujet, nous attendons davantage d'éléments pour être éclairés. Aussi, savez-vous plus précisément quel est le coût de la réforme? Une étude de l'Inspection générale des finances de mars dernier évoque certaines sommes, mais ne précise qu'il ne s'agit que d'une estimation et préconise une étude approfondie. Avez-vous obtenu des données plus précises? Par ailleurs, quelles sont les synergies et suppressions de doublons attendues de cette fusion? Et à quelle échéance leurs bénéfices dépasseront les coûts qui y sont associés,
afin d'être réinvestis dans la production de l'information. Enfin, avez-vous une idée du potentiel échéancier de la mise en œuvre de la fusion? Sur un autre sujet, les États généraux de l'information rendront leurs conclusions le 26 juin. Les parlementaires ont participé au débat. Notre commission rendra une contribution, de même que les députés de la majorité du groupe MIMP, que je co-préside avec Violette Piellebout et Jérémy Patrier-Létus. L'idée d'un conditionnement des aides à la presse a été évoquée par de nombreux auditionnés. Conditionnement social, actionnarial ou écologique. Les propositions sont nombreuses. Le sujet est complexe. Il est à la fois nécessaire de faire un usage précautionneux de l'argent public, tout en ayant conscience que les aides aux acteurs de l'information sont par essence vertueuses. Aussi, pouvez-vous nous éclairer sur les mécanismes déjà en place pour conditionner les aides publiques à la presse? Sous quelles conditions vous paraît-il envisageable de renforcer de telles pratiques? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon, Jérémy Patrier-Létus. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Je vous remercie de venir devant notre commission présenter votre feuille de route et vos travaux qui sont vastes, tant le nombre de secteurs dont vous avez la charge est important. Au nom du groupe Horizon, je veux d'abord saluer le travail de l'ensemble des agents de votre direction qui contribuent au rayonnement culturel de la France dans le monde. Les mutations technologiques, la révolution des usages, le développement des plateformes bouleversent nos industries culturelles et nos médias, leurs modèles économiques, leur financement, mais aussi leurs missions et leurs objectifs, et demandent des évolutions majeures. Ce matin, j'aimerais vous entendre sur 3 sujets importants: la fusion de l'audiovisuel public, le pluralisme de l'information et l'indépendance des médias, et la juste rémunération des artistes dans le cadre de la consommation de leurs œuvres via des plateformes de streaming. La fusion de l'audiovisuel public, pour ne pas être trop long et prolonger les propos de mon collègue du MoDem, peut-être vous entendre sur les délais qui peuvent peut-être poser question sur les 1 an, etc. Et c'est vrai qu'avoir votre vision, celle de l'administration, sur la capacité de mettre en œuvre cette fusion que nous souhaitons dans des délais aussi courts, nous paraît précieux pour éclairer nos travaux. Le deuxième sujet, c'est la question du pluralisme de l'information et l'indépendance des médias. Comme l'a rappelé mon collègue démocrate, nous allons faire avec la députée de la majorité présidentielle des propositions, une centaine de propositions dans un livre blanc que nous allons remettre. Mais de votre point de vue, celle-là encore de l'administration, comment garantir ce pluralisme de l'information et cette indépendance des médias qui sont des piliers de nos démocraties? Et puis, le troisième sujet important, la juste rémunération des artistes. Le Festival de Cannes, avant le Festival de Cannes, vous le savez, plus de 7000 comédiens et musiciens ont signé une lettre ouverte. Ils exigeaient une rémunération proportionnelle au succès de l'œuvre à laquelle ils collaborent, en partie suite à la rémunération appropriée et proportionnelle des interprètes qui figurait dans la directive européenne de 2019. Ils demandent simplement d'être rémunérés correctement. Dans le cadre de vos missions, vous contribuez à l'élaboration de la position française pour les négociations européennes et internationales touchant à la réglementation et à la régulation des industries culturelles et des services en ligne. J'aimerais donc avoir votre regard sur cette problématique. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste apparenté, Iñaki Etchaniz. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, chers collègues. Le projet de fusion de l'audiovisuel public menace dangereusement l'indépendance du service public de l'audiovisuel et la qualité de l'information. Les rédactions de l'audiovisuel public sont diverses et doivent le rester. Alors que l'audiovisuel public français va bien, innove et trouve son public, le gouvernement se trompe, une fois de plus, de priorité en imposant contre l'avis des salariés une réforme bureaucratique sans étude d'impact préalable, d'autant plus que nombre de ses contours ont été introduits par amendement. Les premiers concernés par la réforme, les près de 16 000 salariés de l'audiovisuel public, sont inquiets. Je m'interroge, comme eux, sur la pertinence d'une fusion qui s'annonce longue, complexe, anxiogène pour les salariés et sans réel objectif éditorial. De plus, il nous est difficilement concevable de penser qu'une réforme d'une telle ampleur, sans garantie préalable de financement public, de financement de l'audiovisuel public. En effet, le débat sur l'avenir du financement de l'audiovisuel public n'est pas encore achevé. Nous connaissons le coût que peuvent représenter, du moins à court terme, les fusions. Alors, où seront trouvés les fonds nécessaires ? Pouvez-vous, sans nous renvoyer au projet de loi Riester, vieux de 5 ans et qui n'allait pas jusqu'à la fusion, nous exposer les impacts économiques comme sociétaux d'une telle réforme si cette étude a été faite? Pouvez-vous notamment nous garantir que la radio ne sera pas phagocytée par la télévision et que l'audiovisuel public français ne subira pas le même sort que son voisin britannique, sans cesse pris en exemple? Enfin, et je me réjouis que ces doutes traversent cette commission, j'aimerais vous interroger sur l'impréparation de cette réforme. Alors qu'il a fallu 5 ans pour faire le rapprochement entre RFI et France 24, que tout le monde regrette aujourd'hui, le délai donné aujourd'hui à l'audiovisuel public pour organiser la fusion est-il vraiment tenable? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe GDR, Soumia Bourouard.
Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, chers collègues, la Direction générale des médias et industries culturelles a joué un rôle majeur dans la préparation du projet de fusion des sociétés de l'audiovisuel public du gouvernement, porté par la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel que nous examinerons en séance le 24 juin prochain. Les conséquences de cette réforme seront multiples et nombreuses, et de nombreuses questions des nombreuses questions des personnels restent à ce jour sans réponse. C'est le cas notamment de l'avenir des 6 délégations régionales de l'INA implantées en région et de la pérennité des moyens internes des fabrications des entreprises publiques, de la compensation financière, de la suppression des parrainages entre 20h et 6h, et ou encore du respect de la liberté et de l'indépendance éditoriale de chaque future composante de la société unique. En matière d'emploi, la holding et la fusion soulèvent le danger de l'homogénéisation des conventions collectives des salariés et d'une rationalisation budgétaire se traduisant par la suppression de postes. Nous dénonçons également le risque de substitution massive du travail humain par le capital résultant de l'introduction des technologies de l'intelligence artificielle générative dans les processus de production des contenus. Rappelons que ces dangers pèsent sur 14 000 salariés. Madame la Directrice, avez-vous évalué l'impact de cette réforme de l'audiovisuel public sur l'emploi? Le cas échéant, auriez-vous des données chiffrées à nous apporter en la matière? Et plus généralement, pouvez-vous nous expliquer concrètement comment le projet de société unique de l'audiovisuel permettra de mieux concurrencer les plateformes numériques? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe écologiste, Sophie Tallier-Polian. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame la Directrice Générale de votre propos introductif qui montre à quel point la direction que vous dirigez est vaste et importante. Je ne reviendrai pas sur la question de la fusion de l'audiovisuel public qui a été largement abordée par mes collègues et je me joins à leurs interrogations. Et je centrerai mon intervention sur les questions de concentration et de la liberté éditoriale face au pouvoir économique. À ce titre, vous avez évoqué l'indispensable modification de la loi de 86 et des règles de concentration et vous avez donné comme piste un système beaucoup plus souple, je dirais piloté par l'Arcom. À ce titre, cela porte, à mon sens, énormément d'inquiétude pour la façon dont aujourd'hui vos services envisagent la limitation de la concentration qui est à un degré rarement atteint et qui inquiète pas, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une réalité aujourd'hui qui est très fortement vécue dans les rédactions et on l'a vu, il y a encore des mouvements à venir. Deuxième interrogation sur cette question de la liberté éditoriale face au pouvoir économique, c'est le bilan que vous tirez notamment de la loi Secret des affaires de 2008 qui a beaucoup agité et qui aujourd'hui, je dirais, montre ses conséquences. On a une multiplication des procès bâillons et en discutant avec un certain nombre de journalistes, on voit que dans les rédactions, les accros sont quotidiens. Les accros sont quotidiens parce que cette loi a donné à voir que le secret des affaires était plus important que le droit de savoir et notamment d'avoir accès à des informations d'intérêt général. Quelle est votre analyse de la situation à cet égard et qu'est-ce que vos services pensent utile de proposer? Merci Madame la députée. Madame la Directrice, c'est à vous pour cette première série de questions et ensuite nous aurons une quinzaine de collègues qui à nouveau vous poseront des questions. Merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur l'audiovisuel public. Donc, je vais peut-être commencer par là. Peut-être pour rappeler le pourquoi de la réforme, puisque la fusion, enfin nous on préfère parler d'entreprise unique, parce que la fusion peut porter à confusion. Donc ça n'est pas une fin en soi. L'entreprise unique, c'est un moyen, en réalité, pour améliorer l'offre éditoriale au bénéfice de tous les Français. Et donc c'est bien le sujet, c'est comment on arrive à toucher tous les Français. Aujourd'hui, l'audiovisuel public a des succès d'audience, oui, mais elle n'atteint pas tous les Français. Les jeunes notamment, les personnes les moins aisées qui se trouvent éloignées de l'audiovisuel public. Et donc, il n'est pas question de changer ce qui fonctionne, mais c'est de comment on arrive à
étendre l'offre et en particulier donner les moyens à l'audiovisuel public de répondre à 3 priorités qui sont anciennes, qui datent de plusieurs années et qui étaient déjà les priorités des précédents contrats d'objectifs et de moyens de l'audiovisuel public. C'est comment on arrive à mieux répondre aux objectifs d'améliorer l'information, la proximité et le numérique. Et donc sur l'information, c'est comment donner un nouvel élan à France Info en accentuant la présence sur les réseaux sociaux, par exemple, en permettant la création de nouveaux formats destinés aux jeunes, en amplifiant la lutte contre la désinformation, en proposant des programmes d'éducation aux médias. Comment on accélère et on amplifie le rapprochement des réseaux de proximité, donc France Bleu et France 3, pour une couverture plus complète de l'information de proximité. Comment on arrive à mieux couvrir la vie dans les territoires, dans les régions, et comment on arrive à amplifier les investissements technologiques alors que la radio et la télévision sont confrontées aux mêmes défis numériques, et comment on arrive notamment à investir davantage dans l'intelligence artificielle. Donc, on a essayé plusieurs méthodes en réalité. Il y a eu le projet de loi avorté de Franck Riester en raison de la crise sanitaire, et puis ensuite on a essayé d'envisager des coopérations par le bas. Mais en réalité, les coopérations par le bas, elles butent à la fois sur des contraintes juridiques, à la fois sur des contraintes organisationnelles, sur des contraintes managériales, qui fait que, et ça on a des rapports d'inspection assez documentés qui montrent qu'en réalité, on fait du surplace avec les coopérations par le bas, et c'est ce qu'on se disait encore récemment dans des conseils d'administration de ces sociétés de l'audiovisuel public. On n'arrive pas à avancer et à réaliser ces coopérations sur ces sujets si importants que sont l'information, la proximité et le numérique. Et donc voilà pourquoi le ministère souhaite et propose de reprendre les travaux de la PPL Lafon, qui eux-mêmes reprenaient les travaux du projet de loi de Franck Riester, c'est d'envisager de la coopération par le haut, donc juridique. Et donc une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce qu'on fait une holding ou est-ce qu'on fait une fusion ? En réalité, la holding est une étape vers la fusion. On a vu ça, on peut reprendre les travaux qui ont conduit à la construction de l'entité unique France Télévisions. En réalité, ce qui a permis de rassembler les forces de France Télévisions, c'est bien le moment où l'entreprise s'est constituée en entreprise unique. Donc, ça ne veut pas dire que cette construction a uniformisé le propos. Vous avez des marques fortes, et que ce soit à la radio ou à la télévision, ce n'est pas parce qu'on a une entreprise unique que tout est uniformisé. Si on prend le cas de Radio France, on a une ligne éditoriale propre à France Culture, à France Inter, à France Musique, au Move, à France Bleu. C'est pareil pour France Télévisions. On a une chaîne généraliste avec France 2, une chaîne sur la proximité, une chaîne qui est plus de culture avec France 5 et France 4 dédiée à la jeunesse. Donc, en réalité, l'intention, c'est de regrouper ce qui le nécessite, mais pas de tout mélanger. On ne va pas mélanger, par exemple, je ne sais pas, France Inter et France 2. On va garder ce qui fonctionne. L'idée, c'est bien d'aller, de mutualiser là où on a besoin de construire des pôles forts. Et donc, nos priorités, ce sont, ce que j'ai dit, les pôles de proximité et les pôles d'info. Et c'est bien là qu'on souhaite, en tout cas, que les entreprises agissent. Et d'ailleurs, on cite souvent la BBC, mais en réalité, parmi les 27 États membres de l'Union européenne, seuls 7 pays ont des radios publiques et des télévisions publiques séparées. Le modèle dominant en Europe, c'est bien un seul groupe audiovisuel public. Pourquoi ? Parce qu'on regroupe aussi des socles technologiques qui permettent de faire des prescriptions croisées, de mettre en commun des datas qui permettent d'être mieux référencés dans des moteurs de recherche. Donc c'est tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va fusionner les plateformes. Ça veut dire qu'on aura des socles technologiques qui permettent de mieux mettre en avant les programmes de l'audiovisuel public. Donc c'est ça la philosophie.
pour répondre peut-être aux questions sur l'emploi ou sur... on a eu des questions sur l'emploi et sur le calendrier, oui. Sur le calendrier, en réalité, le 1er janvier 2026, c'est le début de la fusion, c'est-à-dire que ce sera le regroupement des entités juridiques en une entité unique, mais finalement, c'est le point de départ de ce qui va être les opérations visant à construire ces pôles communs de proximité et d'info. Et puis, c'est le début aussi des discussions sociales avec les organisations représentatives du personnel pour discuter d'une convention collective unique. Donc, c'est le début des travaux et ça durera plusieurs années. Et si vous avez dans le secteur privé des rachats d'entreprises, on ne fusionne pas tout au début, les premiers mois. Ça met plusieurs années pour fusionner des systèmes d'information. Voilà. Donc c'est vraiment le début. Et par ailleurs, la trajectoire financière qui a été arbitrée et présentée par le gouvernement au Parlement l'année dernière ne prévoit pas des réductions d'effectifs massives, puisque les crédits sont en progression sur 2024-2028 chaque année. Donc ça, c'était pour les objectifs de la réforme. Vous m'avez interrogé aussi sur la question de l'indépendance. En réalité, ça ne change pas les choses sur la question de l'indépendance ou du pluralisme. Le PDG de France Média sera désigné par l'ARCOM, donc une autorité publique indépendante qui est en charge de la régulation des médias en général. Et le statut de cette autorité dont les membres ne sont pas renouvelables, sa composition collégiale garantissent en principe l'indépendance, la transparence de la nomination du PDG. Donc l'ARCOM, d'ailleurs, n'intervient pas seulement au moment de la nomination, elle est chargée par la loi de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'audiovisuel public tout au long de l'année. Et puis, peut-être sur la question des moyens de la radio, alors on peut toujours améliorer les choses, mais la réforme prévoit que France Média, donc c'est la loi, c'est l'article 9, je crois, ou après 9, la loi précise que France Média devra rendre public les moyens, en fait, respectivement affectés à la radio et à la télévision. Donc c'est un moyen d'assurer la transparence sur les moyens qui seront affectés à la radio. Et donc, voilà, donc ça permet aussi de donner des garanties sur les spécificités propres à chaque type de média et à garantir aussi les modèles de production qui ne sont pas du tout remis en cause par la réforme. Mais après, on peut toujours affiner la rédaction de cet article pour renforcer les garanties là-dessus, si c'est ce qui inquiète, et évidemment, c'est ce qu'on entend, donc on peut toujours travailler. Et d'ailleurs, les organisations syndicales qui sont reçues au ministère sont demandeuses de travailler à ce type de garantie, donc c'est en cours. Pour ce qui est du pluralisme, donc c'est la loi de 1986 qui prévoit à la fois le pluralisme externe et interne, donc en l'occurrence rappelé par la récente décision du Conseil d'État sur le sujet, et donc il revient bien à l'ARCOM de garantir le pluralisme et l'impartialité de l'audiovisuel public. Et donc c'est ce régulateur qui est en charge, et en période électorale, puisque la question a été posée, donc le régulateur examine donc chaîne par chaîne et très précisément chaque semaine le temps de parole et intervient donc si besoin pour s'assurer que ce temps de parole est bien exactement respecté entre les différentes listes déclarées. Vous m'avez posé une question sur l'étude PMP et la publicité, et donc nos travaux en cours et
Et les résultats sur la consultation que nous avons menée sur la publicité numérique, donc dans les réponses qui nous ont été apportées, peut-être je vais mentionner les 2 réponses qui reviennent majoritairement. Donc la première, elle vise à une demande de réorienter les investissements publicitaires vers les médias traditionnels. Et donc l'idée serait en fait d'examiner une obligation de transparence sur la répartition des budgets des annonceurs, en distinguant en réalité les budgets qui sont réalisés auprès des médias traditionnels, donc qui participent au financement de l'information et de la création, et puis ceux qui sont affectés à des plateformes numériques. Donc c'est une logique un peu de name and shame, mais voilà, qui permettrait au moins de prendre conscience. Et c'est une logique qui entre un peu dans une philosophie de responsabilité sociale des différents acteurs. Et puis la deuxième proposition que la ministre avait esquissée lors de son audition à la commission d'enquête TNT, donc ça vise à renforcer la concurrence sur le marché de la publicité numérique en permettant l'interopérabilité des services de publicité en ligne, en interdisant aux plateformes dominantes de favoriser leurs propres services publicitaires. Et donc ces 2 mesures combinées visent à lutter contre la position dominante de certains géants du numérique, et donc particulièrement Google ou Meta, et ces évolutions doivent s'envisager au niveau européen. Peut-être sur la conditionnalité des aides à la presse. C'est un sujet il faut distinguer le sujet de la conditionnalité des critères qui servent à établir qui on veut aider. Et donc cette question de la conditionnalité, elle porte sur ce que l'on attend en retour des aides à la presse. Donc c'est un sujet qui est ancien. Donc la conditionnalité, c'est inciter à la réalisation d'autres objectifs de politique publique que ceux qui concourent, là en l'occurrence, au pluralisme. Donc c'est par exemple l'atteinte d'objectifs environnementaux, l'atteinte d'objectifs sociaux, comme la réduction d'inégalités professionnelles entre les hommes ou les femmes, des actions d'éducation aux médias par exemple, ou des objectifs de déontologie. Donc ça peut être disposer d'une charte de déontologie journalistique, d'adhérer à un organisme de déontologie, ou être certifié par exemple par un label de qualité de l'information comme le JTI par exemple. Donc une réflexion est en cours sur ces sujets. Et donc un des axes sur lequel nous travaillons, la ministre de la Culture s'est prononcée favorablement sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, par exemple, on pourrait conditionner les aides à la presse à la mise en place d'un dispositif de prévention des VHSS à une formation obligatoire des responsables des entreprises de presse. Ça peut être aussi faire des aides à la presse un levier de respect d'obligations légales, souvent mal appliquées, comme l'obligation de négocier sur l'égalité des rémunérations ou l'obligation de publier les écarts de rémunération via un index EGAPRO. Donc, la conditionnalité, donc c'est pas forcément tout ou rien. Ça peut aussi s'imaginer sous forme de bonus-malus par rapport à un socle d'aide existant. Voilà. Mais donc ces sujets sont en cours chez nous et nous attendons là aussi les propositions des États généraux pour essayer d'envisager les choses plus globalement. Peut-être sur la question de la politique en faveur des industries culturelles, de l'innovation et de la recherche. Donc, en effet, c'est le programme France 2030 essentiellement qui permet de financer des programmes d'innovation et de recherche. Donc, les industries culturelles et créatives sont un axe important du plan France 2030, doté de près d'1 milliard d'euros pour la culture. Un des objectifs de notre stratégie nationale en faveur des industries culturelles, c'est bien
d'accélérer la diffusion de l'innovation, donc pour créer des expériences culturelles de demain. Donc c'est une composante forte, l'innovation de tous nos programmes et de tous les critères finalement d'appréciation des candidatures. Les appels à projets répondent tous à cette philosophie d'innovation, que ce soit l'appel à projet sur la culture immersive et le métavers, qui vise à développer la production et la diffusion d'expériences immersives. L'appel à projet sur les alternatives vertes également, qui vise donc à l'émergence d'alternatives innovantes en matière d'écologie, et donc des initiatives qui sont privilégiées, qui sont réplicables sur d'autres modèles. Donc l'idée, c'est bien de répliquer des innovations ensuite derrière à toute une filière. Donc c'est un critère important de la sélection. Et puis, on a des appels à projets sur les solutions de billetterie innovantes, par exemple, sur l'expérience augmentée du spectacle vivant. Et puis, on a aussi, dans les programmes de la DGMIC, des fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation de la presse. Je peux vous citer, par exemple, le projet Spinoza, qui est un outil d'IA qui a été développé par Reporters sans frontières en partenariat avec l'Alliance de la presse d'information générale, qui est dédiée aux enjeux de changement climatique. Voilà, on a aussi un appel à projet pour le soutien à la découvrabilité des contenus culturels francophones, et puis un dispositif de recherche spécifiquement. Donc un programme de recherche que nous soutenons à hauteur de 25 millions d'euros, qui est consacré aux industries culturelles et qui est piloté par le CNRS. Donc là encore, c'est vraiment dédié à la recherche dans l'innovation. Et puis, pour ce qui est de la recherche dans l'audiovisuel public, vous savez que la loi confie à l'INA une mission de contribuer à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Et donc, ces projets de recherche sont effectués par des doctorants et donc menés dans le cadre de conventions en partenariat entre l'INA et des universités. Et donc, ces doctorants sont des CDD de l'INA, et donc ils travaillent sur des projets de fouilles, d'analyse de données, de reconnaissance vocale, de logiciels anti-piratage, de protection de contenus sous droit. Voilà, d'analyse et de traitement de données, de corpus issus du dépôt légal. Donc je pourrais multiplier les exemples, mais on a des investissements donc spécifiques sur ces programmes de recherche et d'innovation. En 2024, ils s'établissent à 3,5 millions à l'INA sur ces investissements spécifiques. Et puis, plus généralement, l'audiovisuel public entretient des relations étroites avec la recherche française. Je peux vous citer par exemple la collaboration de France Info avec l'INRIA qui est dédiée aux journalistes de la cellule fact-checking de France Info, et qui facilite la production et la vérification de l'information. Donc ça, c'est un exemple qui est une coopération entre les sociétés de l'audiovisuel public et qui est nécessaire à tous. Nous avons des questions sur le streaming et la rémunération des créateurs. Peut-être pour vous dire, sur ce sujet, le développement du streaming musical par abonnement représente aujourd'hui 57% du chiffre d'affaires du secteur et 77% des ventes numériques. Donc c'est très important. Et de nombreux artistes et créateurs, en effet, considèrent que la rémunération des écoutes de leurs titres sur les plateformes est inférieure ou très inférieure à ce qu'elle devrait être. Et donc le manque de transparence parfois des services, dont le modèle économique est complexe, il faut le reconnaître, est régulièrement dénoncé. Donc il n'est pas toujours compris, puisque les plateformes, je rappelle, ne reversent pas directement des droits aux artistes, puisque c'est des redevances qui sont versées aux distributeurs et aux producteurs, et qui paient les artistes-interprètes conformément à leur contrat. Donc c'est ce cycle-là qui permet de rémunérer les artistes. Et donc le gouvernement, déjà en 2015, avait
réuni les représentants du secteur et confié une médiation à Marc Schwarz à l'époque qui permettait de traduire les engagements des parties à des pratiques plus vertueuses et équilibrées en la matière. Et puis ensuite, il y a eu la loi LCAP qui a permis la création d'un médiateur de la musique et qui a introduit l'objectif de fixer par la négociation une garantie de rémunération minimale due donc aux artistes-interprètes pour l'exploitation en ligne de leurs enregistrements. Donc cet objectif a été atteint avec la signature en mai 2022 d'un accord historique dans le champ de l'édition phonographique, mais les discussions se poursuivent sur les autres champs. Et puis on a des débats qui persistent sur le niveau de rémunération des artistes, donc sur les services de streaming et le modèle de répartition. Vous savez qu'on a un débat sur le market-centrique, le user-centrique, le artist-centrique. Et donc le CNM s'est saisi du sujet, a publié et a produit des études donc, sur les effets d'un passage au mode user-centrique en 2021 et puis à des pratiques de manipulation d'écoute en 2023. Donc voilà, donc, l'établissement, en tout cas le CNM, poursuit cette mission essentielle qui est d'observer, de faire des études économiques et de mesurer ces données. Donc il faut pour ça une bonne collaboration et une bonne coopération des acteurs qui détiennent les données. Et donc ces études du CNM et donc ce rôle du CNM est important pour éclairer cette question dans la durée. On a aussi un débat sur la répercussion de la taxe streaming sur les ayants droit. C'est une question qui se pose légitimement. Et c'est une question sur laquelle l'ensemble des acteurs de la chaîne s'étaient engagés à prendre part et à bien vouloir que cette taxe soit répercutée. Donc les discussions sont en cours. Sur les procédures Bayon, pour répondre à la question de Madame Taillé-Polian, donc la France va transposer la directive qui a été... qui est un premier instrument juridique européen en la matière. Donc l'objectif, ce sont des garanties de procédure pour traiter les recours abusifs et dissuader les requérants. Donc la question qui se posera à nous, c'est quel est le champ de cette transposition? Est-ce qu'on se contente de transposer la directive ou est-ce qu'on va au-delà de ce qui est fait avec des dispositions plus ambitieuses, puisque la directive ne traite que de sujets transfrontaliers et puis de questions de nature procédurale qu'on pourrait aussi étendre. Donc c'est une question d'ailleurs qui concerne aussi le ministère de la Justice qui est pilote sur le sujet. Dans les questions, je regarde si j'ai encore... Oui, je vais peut-être redonner la parole à mes collègues. Parce que... Non, j'ai peut-être oublié. Des questions. Comment ? Oui, mais moi je propose tout en fait à que nous reprenions... La mission d'IGF sur le CNC. Comme vous le savez peut-être, donc la DGMIC n'exerce pas la tutelle sur le CNC puisque le CNC est à la fois une administration centrale et un opérateur. Mais bien évidemment, nous avons été interrogés par la mission d'inspection de l'IGF et nous avons fait valoir notre point de vue puisque la DGMIC est en charge de la réglementation, notamment des décrets sur la production, donc à la fois sur l'audiovisuel et le cinéma. Donc on a évidemment une vision sur la répartition de la valeur et sur les équilibres au sein de cette filière entre les producteurs et les éditeurs. Et donc à ce titre-là, nous avons été interrogés par la mission. Mais je ne vais pas m'exprimer sur ce champ qui concerne plus spécifiquement le CNC. Merci Madame la Directrice. Donc je vais passer la parole maintenant à mes collègues pour 1 minute chacun. Christopher Weisberg. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice. Comme l'a rappelé ma collègue Céline Calvez et d'autres, le paysage des industries culturelles a été profondément modifié par l'arrivée de nouvelles innovations. Dans l'industrie musicale, les playlists sur les plateformes de streaming a remplacé l'album.
Bon, moi, pour ma part, à l'heure de Spotify et Deezer, je n'ai jamais autant acheté de vinyle et écouté les radios, ce qui fait de moi soit un boomer coincé dans un corps de trentenaire, soit un hipster fagoté d'un costume cravate. Alors, au-delà de mon complexe de Don Quichotte, je suis le député des Français en Amérique du Nord, notamment ceux qui résident au Québec, et je m'interroge sur le risque que cela représente pour notre diversité francophone. Vous avez évoqué un outil de recherche sur la francophonie élaboré par le CNRS, je crois. Faut-il aller encore plus loin, comme le font les Canadiens, dans la loi C11 par exemple, et contraindre toutes les plateformes à respecter des quotas? Merci. Merci, monsieur le député. Julie Le Chanteux. Merci, Madame la Présidente. Madame la directrice, Miret Zaki, auteur et chercheur suisse, a publié très récemment un ouvrage rédigé par 23 autres auteurs pour dénoncer ce qu'elle appelle la monoculture idéologique des maisons d'édition. Si celle-ci s'intéresse au cas suisse, il n'en reste pas moins que la France connaît les mêmes problématiques avec des maisons d'édition qui désormais font tout pour que chaque écrit qui ne correspondrait pas aux discours et théories woke ne puisse pas être publié. À cela s'ajoutent aussi des tris dans les magasins où il n'est pas rare de voir des livres délibérément cachés dans les rayons. Les premières victimes en sont bien évidemment les auteurs et écrivains allant à contre-cœur d'une idéologie d'extrême gauche, mais aussi les lecteurs qui subissent une censure imposée. Je souhaite connaître votre position sur les censeurs qui ont pour charge de filtrer les écrits des auteurs et de supprimer tout contenu qui ne serait pas dans la ligne de la bien-pensance. Comment envisagez-vous, Madame, régler ces problèmes touchant à la fois les maisons d'édition, les lecteurs, les grandes enseignes de distribution et leurs salariés? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Christophe Marion. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, parmi vos nombreuses missions figure la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de l'État en faveur du livre, dont l'exécution et le suivi du plan national de signalement des fonds patrimoniaux. Ce plan, à l'initiative de votre ministère et de la BNF, vise à cataloguer d'ici 2025 les manuscrits, les livres anciens et les fonds locaux et spécialisés de nos 7700 bibliothèques territoriales. Il prévoit, sous la forme d'appel à projets annuels, un accompagnement scientifique et technique et des moyens financiers pour achever le signalement de quasiment 1,5 million de volumes. En tant que député, j'ai pu constater que les collectivités territoriales s'étaient saisies de cet appel à projet. La bibliothèque de la communauté d'agglomération territoire Vendômois a ainsi enrichi, il y a 1 an, le catalogue général des manuscrits de 18 manuscrits. Mais il m'est difficile d'évaluer la mise en œuvre de ce plan au niveau national. Pourriez-vous donc nous en dresser un bilan d'étape et nous indiquer si ces objectifs seront atteints en 2025 comme prévu initialement? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Ségolène Amiot. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale des médias et des industries culturelles, vous nous avez décrit la fusion comme une mise en commun des outils technologiques sous un statut juridique commun. Il nous a été transmis, ça et là, quelques chiffres datant de 5 ans, parfois plus, sur une évaluation succincte du coût d'un tel projet. Dans la mesure où nous n'aurons aucune étude d'impact, aucun chiffrage, pouvez-vous nous éclairer? À minima, avez-vous évalué le coût d'une telle fusion? Combien au minimum va coûter l'alignement des conventions collectives? Combien va coûter la mise en commun des outils technologiques? Combien va coûter la création de la nouvelle marque France Média? De nouveaux locaux seront-ils nécessaires? Envisagez-vous aussi l'aspect humain de cette fusion et des travailleurs qui sont actuellement dans les différentes entreprises du futur groupe unique? Alors qu'aujourd'hui on voit des départs volontaires et qui ont déjà commencé, avec ce projet de fusion, combien de personnels à court, moyen et long terme risquent de perdre leur emploi par la mutualisation, notamment des postes identiques d'une identité à l'autre? En 2 mots, quels sont les coûts humains et financiers de cette fusion? Merci, Madame la députée. Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, un certain nombre de nos concitoyens abonnés à Spotify viennent de recevoir un mail de la plateforme leur annonçant une hausse du coût de leur abonnement en juillet prochain pour absorber la taxe streaming créée lors de la dernière loi de finances. Même faible, cette hausse met à mal le pouvoir d'achat et ne passe pas pour les consommateurs. Le président du CNM et vos services ont largement soutenu le principe de la création de cette taxe pour financer l'établissement public. D'après ce que nous comprenons, et sans en savoir tellement plus en raison du secret fiscal, certains redevables ne s'en acquitteraient pas ou pas encore. Donc il ne faudrait pas que l'État compense en augmentant le taux sur les seuls acteurs diligents. Cela ne ferait qu'aggraver les défauts délétères de cette taxe qui freine déjà le développement du marché de la musique enregistrée, puisqu'en effet, j'ai déjà évoqué la hausse de l'abonnement, mais je pourrais tout aussi bien rappeler les baisses d'investissement dédiées aux artistes-interprètes produits en France. Alors, Madame la Directrice, si cette taxe ne produisait pas les effets escomptés, vos services seraient-ils prêts à instruire des solutions alternatives plutôt qu'à en aggraver l'inéquité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Véronique Riotto.
Oui, merci Madame la Présidente. Avec mon collègue Stéphane Viry, nous avons rendu hier un rapport sur la discrimination, finalement, le développement de la pratique féminine du sport. Et une des causes, c'est le manque de visibilité du sport féminin sur les médias. Nous recommandons particulièrement le décret sur les événements sportifs, de pouvoir intégrer des quotas plus fortement sur le déploiement de la TNT. Est-ce que vous seriez prête, Madame Filbert, à nous suivre sur ces sujets-là? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Sophie Mette. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Lundi 27 mai, la Commission d'enrichissement de la langue française s'est réunie. Cette actualité de votre ministère rappelle l'importance de nos industries culturelles et plus particulièrement de nos médias dans le cadre de la diffusion de la francophonie dans le monde. Si l'on ajoute à cela l'actualité concernant l'audiovisuel public extérieur, une question évidente se dessine. Selon vous, dans quelle mesure notre audiovisuel public extérieur participe-t-il à la diffusion de la francophonie et de quelle francophonie? Des études existent-elles sur ce sujet? Et enfin, pensez-vous qu'une indépendance de l'audiovisuel public extérieur est nécessaire pour répondre aux spécificités de la francophonie et encourager cette diversité qui permet à notre langue de rester vivante à travers le monde tout en respectant les spécificités de chaque territoire? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, notre souveraineté audiovisuelle requiert une stratégie d'envergure nationale et surtout une stratégie ambitieuse. En ce sens, on peut regretter que le gouvernement ait demandé à supprimer le chapitre qui était consacré dans la proposition de loi de réforme de l'audiovisuel public, texte qui sera prochainement examiné en séance publique dans ces murs. Or, si l'audiovisuel public doit être renforcé car démuni face à l'asymétrie croissante du secteur de l'audiovisuel, les acteurs de l'audiovisuel privé ne sont pas en reste. Et à la fin, les opérateurs français, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, tous subissent de plein fouet l'augmentation du nombre de plateformes de vidéo à la demande, le développement des réseaux sociaux, l'hégémonie des plateformes américaines non soumises aux mêmes contraintes normatives. Je crois qu'il est important de ne pas opposer le public et le privé comme on le fait malheureusement souvent ici. C'est d'une stratégie nationale dont nous avons besoin. Donc je souhaiterais savoir comment votre direction travaille précisément en ce sens, en particulier pour peser à l'échelon européen et comment vous intégrez l'IA, l'intelligence artificielle, dans cette stratégie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Laurent Croisier. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Le journalisme joue un rôle majeur dans les démocraties et il est confronté, comme d'autres secteurs, aux innovations technologiques. Fin 2023, le groupe de presse EBRA, détenteur entre autres des quotidiens régionaux L'Est républicain et Vosges Matin, a annoncé l'expérimentation de l'intelligence artificielle pour la relecture et la correction d'articles de presse, de correspondants locaux. Cette expérimentation a évidemment suscité des inquiétudes auprès des secrétaires de rédaction et des journalistes. Se posent effectivement de nombreux enjeux, celui de la transparence envers les journalistes et de la transparence envers les lecteurs, celui de la qualité et la fiabilité de l'information à l'heure de la désinformation, celui de la protection des droits d'auteur, celui des droits voisins, l'impact sur le métier de journaliste, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. J'aimerais savoir comment le ministère de la Culture anticipe cette révolution que constitue l'intelligence artificielle dans le domaine de la presse et des médias. Merci, Monsieur le député. Jean-Jacques Gaultier. Madame la Directrice, je voudrais vous interroger sur le décret concernant les événements sportifs d'importance majeure qui permet à ces événements d'être retransmis sur des chaînes gratuites pour garantir l'accès au plus grand nombre à ces événements. Ce décret date de 2004. En 20 ans, les ministres ont changé. En 20 ans, le sport a changé. En 20 ans, les usages ont changé. Les technologies ont changé. Ce décret est aujourd'hui obsolète. La liste est incomplète. Ça a été rappelé tout à l'heure. Elle n'est plus à jour. Il ne tient surtout pas compte des plateformes numériques. On le voit avec Amazon et Roland-Garros, par exemple. Amazon qui préempte certains matchs et ne tient pas compte non plus des chaînes YouTube. Donc ça pénalise à la fois le public et aussi les acteurs de la TNT. Donc nécessité de revoir ce décret en concertation avec la Commission européenne et notamment la nouvelle commission qui sortira des urnes. C'est l'objet de l'article 10 de la PPL Lafon sur le chapitre 2. Où en est-on aujourd'hui de ce sujet maintes fois reporté de la révision de ce décret de 2004 ? Merci, Monsieur le député. Géraldine Bagné.
Madame la directrice générale, je m'excuse pour ma voix aussi. Alors, avec le groupe d'études livres, j'ai été logiquement particulièrement attentive aux annonces concernant la filière et la promotion essentielle de la lecture. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à redonner une place de premier plan aux écrivains? On a connu des époques en France où la place de la langue française était quand même bien plus naturelle, comme celle des scientifiques d'ailleurs. J'entendais hier ou avant-hier sur France Info que les jeunes adorent lire Kafka, c'est une excellente nouvelle. Il y a aussi des films très porteurs, un cas on a vu Le Comte de Monte Cristo, par exemple. Quelle action pour repopulariser nos écrivains? On peut quand même être très inquiet quand on voit le manque de vocation côté prof de lettres. La langue est, faut-il le rappeler, un levier extrêmement important de cohésion sociale, une fierté nationale aussi. Que fait-on pour remettre à l'honneur nos écrivains? Merci Madame la députée. Emmanuel Antoine. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Un décret publié le 5 avril dernier a autorisé l'élargissement de la publicité télévisée au secteur du livre pour une période de 24 mois. Le syndicat national de l'édition a demandé l'abrogation de cette disposition tant elle suscite d'inquiétudes. Les craintes sont effectivement vives d'assister à une perte de diversité dans la création littéraire du fait de la visibilité accrue des best-sellers au détriment des publications à faible tirage. Ces dernières ne disposent effectivement pas des moyens substantiels nécessaires pour une promotion télévision, laquelle exige un ticket d'entrée important, comme vous le savez. Les ventes risquent donc d'être davantage concentrées sur les ouvrages les plus populaires. C'est toute une filière qui risque d'être déséquilibrée. Les libraires sont aussi très hostiles à cette mesure. Or, l'on sait que cet élargissement se fera au détriment des revenus publicitaires de la presse écrite, qui sera désormais en concurrence avec la télévision sur ce marché publicitaire. Alors, ne pensez-vous donc pas qu'il faille revenir sur cette expérimentation dont on peut s'interroger sur les motivations? Merci Madame la députée. Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente. Vous avez confié avec l'ARCOM à un cabinet la réalisation d'une étude économique et prospective visant à évaluer les perspectives d'évolution du marché publicitaire français à l'horizon 2030. Selon cette étude, la croissance du marché devrait se maintenir et les recettes totales des médias devraient atteindre 18,3 milliards d'euros en 2030. Cependant, cette augmentation ne bénéficiera pas aux 5 médias historiques qui ne parviendront pas à endiguer la baisse de leurs recettes publicitaires, alors que les acteurs numériques capteront une part croissante de ce marché, notamment les grandes plateformes extra-européennes. En 2030, les 2/3 des recettes publicitaires seront dirigées vers les acteurs numériques, comparé à la moitié aujourd'hui et le quart en 2012. Comment, aujourd'hui, protéger les médias traditionnels européens face à ces géants du numérique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la directrice, c'est à vous pour les réponses. Merci beaucoup. Alors, peut-être vais-je commencer toujours par les questions d'audiovisuel public pour ne pas les oublier. Vous m'avez interrogé d'ailleurs tout à l'heure sur le coût de la réforme. Alors, il n'y aura pas de locaux en fait nouveaux, contrairement à ce qui parfois a pu être dit. Voilà, les locaux sont les locaux des entreprises de l'audiovisuel telles qu'elles sont aujourd'hui, et donc le PDG pourra comme ça bénéficier de plusieurs bureaux dans chacune des maisons. Sur le sujet social, en réalité, peut-être est-ce utile un peu de revenir sur les conséquences de la fusion, puisque contrairement à la holding qui n'emporte pas de conséquences sociales particulières sur les contrats de travail, la fusion modifie la situation des salariés, puisque les contrats de travail sont transférés des différentes entreprises à l'entreprise unique. Donc, va se poser la question, en effet, de la mise en cause des accords collectifs des entreprises fusionnées, et puis voilà, un délai qui peut d'ailleurs être prolongé par la loi, un délai pour d'abord un délai de survivance des accords antérieurs, et puis un délai pour négocier entre la direction et les instances représentatives une nouvelle convention collective.
Et donc, l'idée, c'est bien d'avoir donc cette discussion qui va durer, si on regarde les délais aujourd'hui qui sont prévus dans les différentes conventions collectives, c'est une discussion qui va se dérouler sur 27 mois et donc qui, a priori, se déroule jusqu'en 2028. Donc ça, c'est sur les délais de discussion. Alors bien sûr, on a chiffré ce que pourrait représenter des éventuels alignements de conventions collectives, mais tant que la négociation n'a pas eu lieu et elle n'est pas finalisée, il est compliqué d'articuler des chiffres, même si certains chiffres de l'ordre d'une trentaine de millions d'euros ont été évoqués. Ce sont des chiffres théoriques et tant que la négociation n'a pas eu lieu, il est délicat de pouvoir chiffrer exactement la question du coût du rapprochement des structures. La question des SI, en réalité, il y a sans doute à terme des questions de rapprochement de SI, mais il y a aussi des mutualisations. De ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon propos tout à l'heure, c'est que le fait de rapprocher les entités va permettre de passer des marchés communs et de permettre aussi de mutualiser des coûts technologiques. Donc l'un dans l'autre, on n'estime pas à ce stade, et en tout cas à court et moyen terme, des coûts très supérieurs sur les sujets informatiques. Un dernier point qu'il faut regarder et que nous sommes en train de regarder avec les entreprises, c'est les questions comptables, évidemment, de comptes. Donc ça, c'est une question plus technique que politique, mais il faut évidemment que les entreprises travaillent pour pouvoir produire des comptes à l'horizon, en tout cas, de la clôture de l'exercice 2026. Voilà, je crois, sur les questions d'audiovisuel public. Vous m'avez interrogé sur les annonces de Spotify relatives à la taxe streaming. Alors, on a pris acte de cette annonce, mais ce qu'on n'a pas bien compris, c'est pourquoi Spotify a expliqué qu'il répercutait très exactement la taxe intégralement sur le prix des abonnés, alors même que, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une négociation sur la répercussion sur toute la chaîne des ayants droit de l'impact de cette taxe. Mais on observe aussi que, en réalité, c'est un contexte global d'augmentation des prix de Spotify, puisque Spotify a annoncé lundi une hausse de ses offres mensuelles de 1 à 3 $ aux États-Unis. Et donc, sans lien avec la taxe française, voilà, ça préfigure aussi une hausse mondiale après celle d'il y a un an de Spotify, donc qui aura augmenté ses tarifs aux États-Unis de 20%. Donc voilà, donc je sais pas et je ne crois pas qu'on puisse faire le lien entre les augmentations tarifaires de Spotify et de la taxe. Voilà, mais l'objectif est bien que l'ensemble de la chaîne de valeur contribue à sa juste valeur. À cette politique, et donc l'idée c'est bien qu'on arrive à créer une solidarité de filière comme on peut l'avoir dans d'autres secteurs. On a évoqué tout à l'heure l'exemple du CNC, et donc c'est bien d'avoir une filière qui contribue pour financer cette filière dans un dispositif vertueux. Vous m'avez interrogé aussi sur la découvrabilité des contenus, qui est un moyen, en tout cas une partie de notre politique pour lutter contre l'uniformisation culturelle et la diversité culturelle. Donc nous avons un partenariat avec le Québec sur la découvrabilité des contenus, des actions de formation, des actions de soutien à l'entrepreneuriat culturel. Et on fonctionne sous forme de divers appels à projets. Voilà, notamment, je peux vous donner un exemple. Les entreprises Music Story et Deezer ont pu, dans ce cadre, montrer un partenariat visant à améliorer la découvrabilité des titres francophones dans les bases de données
de 10 heures. Donc c'est un exemple de cette politique partenariale. On a une formation aussi gratuite pour renforcer la découvrabilité. Et bien sûr, tout l'enjeu, et si on en a les moyens, c'est d'élargir cette politique au-delà du Québec à d'autres partenaires francophones. Peut-être sur la diversité de la création, et je rappelle aussi, suite à l'adoption de la directive SMA en 2021, donc la France a fait le choix de moderniser son régime de financement et de l'obligation de financement de la production audiovisuelle et cinématographique en imposant aux SMAD étrangers de contribuer au financement de la création française. Et donc la France a fait prévaloir pour ses obligations le principe du pays de destination par dérogation au principe du pays d'origine. Et donc cette politique permet à des SMAD étrangers de contribuer au système de création français. Donc en 2022, ils ont contribué pour 345 millions d'euros. On est en train d'évaluer en lien avec le CNC et l'ARCOM et de faire un bilan beaucoup plus détaillé de cette réforme. Mais voilà, donc ça fait partie de notre politique en faveur de la diversité culturelle. Et puis sur un autre sujet, peut-être sur la diffusion, puisque nous avons des quotas de diffusion. Donc là, la directive ne permet pas de dérogation au principe du pays d'origine. Et donc les services étrangers qui visent la France appliquent les règles en vigueur dans les États membres au sein desquels ils sont établis, donc en l'occurrence les Pays-Bas par exemple pour Netflix. Et donc là, vous avez raison, on a des acteurs français qui sont assujettis à des obligations de diffusion d'œuvres européennes qui sont supérieures à ceux applicables aux services étrangers, puisque en France, nous avons une obligation de quota de 60% d'œuvres européennes et de 40% d'œuvres d'expression originale française contre... Pour la directive, elle fixe un minimum de 50% d'œuvres européennes en télévision et 30% dans les catalogues des plateformes. Et donc, voilà, la question est de savoir si on arrive au niveau européen à essayer d'ouvrir ce sujet et de pousser pour que ces quotas de diffusion soient imposés en fonction du principe du pays de destination cible et non du pays d'origine. Donc ça, c'est un vrai combat qui sera difficile, mais qui pourrait être mené dans les mois qui viennent. Vous m'avez interrogé sur les fonds patrimoniaux des bibliothèques territoriales. Donc le ministère a lancé en 2019 un plan ambitieux sur le signalement des manuscrits et des livres anciens des bibliothèques territoriales. Donc l'objectif est bien d'achever d'ici à 2025 cette entreprise qui est très ancienne, qui a même commencé au siècle dernier et même au siècle d'avant. L'État accompagne donc les collectivités territoriales dans cette opération qui est donc conduite en partenariat avec la BNF. À fin 2023, on peut considérer que ce plan a été réalisé aux 2/3 des objectifs fixés. On pourra vous transmettre des chiffres détaillés si vous le souhaitez. Je ne vais pas tous les citer là. Mais voilà, donc ce plan intègre bien une politique de soutien plus large de l'État au bénéfice des collectivités territoriales, donc en matière de patrimoine écrit. Et on a aussi des enjeux qui nous mobilisent sur la presse, sur les documents iconographiques et sur la protection de ce patrimoine contre les inondations et les incendies également. Voilà, peut-être j'en profite pour rappeler que le ministère a lancé un programme de numérisation de la presse ancienne à la BNF et en région. Et donc l'ambition de ce plan, c'est de numériser de 60 millions, donc de passer de 40 à 60 millions de pages numérisées pour la presse, et donc de poursuivre ce plan jusqu'en 2028 pour un montant total de 17 millions d'euros. Et bien sûr, en complément de ce plan de numérisation, se pose la question de la conservation physique des titres de presse. Et là, je ne l'ai pas cité dans mon propos introductif, mais la BNF travaille à la conservation de la presse et donc est en train de construire un futur centre de conservation de la presse à Amiens. Peut-être pour répondre à la question sur la censure, du point de vue du ministère de la Culture, pour vous dire que
la mission, hein, c'est de favoriser la diversité des contenus culturels produits. Donc les éditeurs sont très attachés à la liberté d'expression, et la diversité des maisons d'édition permet, je crois, une véritable diversité éditoriale et de la création. Et d'ailleurs, les associations d'auteurs ne portent pas tellement ce sujet, en tout cas pas à nous. Et on n'a pas d'alerte particulière non plus sur les achats des bibliothèques publiques. Et donc la loi qui porte le nom de la sénatrice Sylvie Robert, je crois, joue parfaitement son rôle. Vous m'avez interrogé sur le sport féminin et le décret sur les événements d'importance majeure. Donc, on a lancé depuis plusieurs années un travail de modernisation du décret sur les événements d'importance majeure, donc, qui prévoit, en tout cas, d'élargir les événements d'importance majeure aux compétitions féminines et aussi à l'intégration des épreuves de parasport. Donc l'idée, nous venons d'obtenir l'accord de la Commission européenne donc, pour cet élargissement, et donc nous allons saisir l'ARCOM et le Conseil d'État, j'espère, ce mois-ci, pour pouvoir publier le décret le plus rapidement possible. Et je m'aventure peut-être un peu en vous disant qu'on espérerait bien publier ce décret pendant la période des Jeux Olympiques. Voilà, mais ça ne dépend pas que de nous. Et voilà sur ce décret, tout à fait. Publicité sur le livre à la télévision, j'y viens. Regardez, c'est dans mes petites notes. Donc, comme pour le cinéma, en fait, c'était la même logique. On avait les mêmes craintes en 2020 quand on a lancé l'expérimentation. Donc là, je rappelle, c'est une expérimentation sur l'édition littéraire. On avait cette même crainte de ne pas pouvoir montrer la diversité des films à la télévision, en effet, que les chaînes ne promeuvent que des blockbusters. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il n'y a pas eu de transfert, en réalité, de charges entre les différents médias. Et on a eu de la publicité pour différents types de films, également des films du milieu. Et donc cette expérience pour le cinéma a été concluante dans le sens où elle a élargi finalement le champ des publics, notamment des publics qui n'ont pas atteinte à d'autres formes de publicité que celles présentes à la télévision, les publics qui sont éloignés des grandes villes par exemple. Donc là l'idée c'est un peu d'expérimenter la même chose sur le livre. Les éditeurs sont en train de négocier avec les chaînes de télé pour obtenir des tarifs préférentiels. Et tout l'enjeu, c'est bien d'avoir une diversité de titres qui sont proposés à l'écran. Et c'est spécifiquement ce que nous regarderons quand nous réaliserons ce bilan pour s'assurer qu'il n'y a évidemment pas, que l'objectif n'est pas inverse à celui espéré et que cette expérimentation va bien essayer de promouvoir la lecture et d'élargir les publics de lecteurs. Donc c'est ça l'objet. Et voilà. Et puis en termes de montant, ce sont des tout petits enjeux. La publicité en faveur de l'édition littéraire, c'est une dizaine de millions d'euros. Donc voilà, il faudra regarder très finement les choses parce que c'est une toute petite économie. En effet, vous avez raison. Voilà, je crois que j'ai fait... Non, il y a le sport... La francophonie, tout à fait. Tout à fait, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas où j'ai mis ma fiche. Mais j'avais... Oui, tout à fait. Et la francophonie. Sur la francophonie... En tout cas, on a plusieurs manières. Donc, on a les sociétés de l'audiovisuel public, et en particulier TV5 Monde et France Média Monde, donc, qui concourent à l'objectif de promouvoir la francophonie. On a aussi des partenaires privés qui sont intéressés à agir en coopération avec l'État, des groupes d'audiovisuels privés qui souhaitent développer en tout cas des chaînes et des contenus francophones en Afrique notamment.
Et puis on a une politique du livre aussi en faveur de la francophonie, avec des soutiens aux sessions de droit, des soutiens donc de français vers le français, aux maisons locales, des soutiens au transport de livres, hein, puisque ça coûte cher. On a des soutiens aussi à la traduction. Voilà, on travaille en lien avec des structures spécifiques, le BIEF, évidemment, l'Institut français, le CNL, et puis nos ambassades, évidemment, et les conseillers livres dans les territoires. Sur l'intelligence artificielle dans les médias, peut-être pour vous dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, même si là on a un essor lié au récent progrès de l'intelligence artificielle générative. Comment les éditeurs voient les choses dans les médias et comment nous on voit les choses au ministère de la Culture. Donc l'IA, c'est à la fois une source d'opportunité et une source de risque. Donc il faut bien considérer les deux sujets. Et aussi donner les clés aux journalistes, les former évidemment pour prévenir les risques et toujours privilégier la transparence. Donc de plus en plus de titres de presse notamment se dotent d'outils d'IA génératifs pour faciliter le travail des journalistes. Donc ça permet aussi de dégager du temps pour des enquêtes, de la vérification des faits, de l'analyse. Peut-être vous donner quelques exemples pour illustrer ce propos. Donc on a par exemple l'utilisation de l'IA pour faire des transcriptions automatiques. Donc c'est une fonctionnalité qui est utilisée depuis plusieurs années pour transposer par exemple des propos de l'écrit à l'oral ou inversement. On a par exemple Le Monde qui propose depuis 2022 des articles de sa matinale en version audio. On a Le Figaro, La Tribune, Le Point qui proposent également des articles à l'écoute depuis 2023. On a des outils de traduction automatique d'articles, donc des résumés automatiques d'articles, du traitement de masse de données. Et bien évidemment, l'utilisation de l'IA pour détecter de l'actualité. Par exemple, France Info utilise un logiciel pour détecter des événements d'actualité imprévisibles sur Twitter et maintenant sur X. Et Contexte, par exemple, utilise ChatGPT pour scanner des nouvelles publications sur des sites utiles à ses journalistes. Voilà. Et puis bien sûr, France Info utilise des outils développés par l'INRIA qui sont dédiés à la cellule fact-checking de France Info qui facilite le processus de vérification de l'information. Voilà, donc ces outils doivent être une aide au travail des médias et des journalistes, mais il faut évidemment être conscient des limites et la nécessité d'encadrer les usages. Donc le Conseil de l'Europe a publié en novembre 2023 des lignes directrices sur la mise en œuvre responsable des systèmes d'intelligence artificielle dans le journalisme. Et puis de nombreux médias aussi s'engagent sur des chartes de l'usage de l'IA. On a des exemples de chartes individuelles. Le Monde, le groupe Les Échos, Le Parisien, Le Figaro ont des exemples de chartes sur une série d'engagements de l'usage de l'IA, avec des principes directeurs, des principes de transparence et de traçabilité dans l'usage de l'IA. Et puis, bien sûr, on a des initiatives collectives. Donc, la Charte de Paris sur l'IA et le journalisme de Reporters sans frontières, publiée en novembre 2023 aussi. Et puis, le Centre de déontologie journalistique et de médiation qui a publié une recommandation relative à l'IA. Voilà. Et puis, on a aussi des acteurs et des médias qui signent des accords avec des sociétés d'intelligence artificielle. Donc, on a par exemple OpenAI et Le Monde. Voilà. Et puis d'autres initiatives en cours. Et donc, ce qu'on regarde aussi, comment on arrive à faire que parfois les négociations puissent se faire collectivement, puisque en regroupant ces forces, les éditeurs de presse pourraient
pourrait aussi négocier, grouper, ce qui pourrait être intéressant, voilà, comme on a tenté de le faire sur les sujets de droit voisin. Voilà, sur l'IA, on a des outils aussi. On a un fonds qui accompagne des projets qui utilisent l'intelligence artificielle générative. Voilà, le fonds stratégique de soutien au développement de la presse qui peut accompagner voilà, et subventionner des projets de développement d'intelligence artificielle. J'ai fait le tour ou pas ? Oui, merci beaucoup Madame la Directrice Générale pour d'avoir répondu de façon exhaustive à nos collègues. Effectivement, les sujets sont vastes et que ce soit sur l'audiovisuel public, le livre, l'intelligence artificielle, nous avions vraiment des sujets très importants ce matin sur lesquels nous souhaitions vous interroger. Vous avez pris le temps d'y répondre. Nous vous en remercions beaucoup et maintenant nous allons continuer nos travaux avec mes collègues par rapport à la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative au respect des valeurs de la République et du pluralisme dans l'enseignement supérieur. Donc, je vais demander à Monsieur Patrier-Létus de venir me rejoindre. Mais je vous laisse, bien entendu, mais voilà, c'est pour... Si j'ai pas répondu à tout... Voilà. Merci. Oui. Monsieur le député. Merci. Tout ça avec 140 personnes, je te Merci. Voilà. Donc, ouais. Donc, comme je vous disais, mes chers collègues, nous en venons à l'examen de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative au respect des valeurs de la République et du pluralisme dans l'enseignement supérieur. Le président du groupe Horizon a fait savoir à l'occasion de la réunion de la conférence des présidents du 14 mai dernier que son groupe souhaitait utiliser son droit de tirage pour la création de cette commission d'enquête. Et en application du second alinéa de l'article 140 de notre règlement, il appartient à notre commission à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée de vérifier sa recevabilité sans se prononcer sur son opportunité ni pouvoir amender son dispositif. Et je répète bien, sans se prononcer sur son opportunité ni pouvoir amender son dispositif. Et nous avons désigné M. Jérémy Patrier-Létus, rapporteur sur cette proposition. Donc je vais lui céder la parole. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Comme la Présidente vient de l'indiquer, lors de la conférence des présidents du mardi 14 mai 2024, Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon et Apparentés, a indiqué faire usage pour la création de la commission d'enquête prévue par cette proposition de résolution du droit de tirage que le deuxième alinéa de l'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire une fois par session ordinaire. En conséquence, conformément au second alinéa de l'article 140 du règlement, il revient à notre commission de vérifier que les conditions requises pour la création de cette commission d'enquête sont réunies. Je souhaite préciser, comme vient de faire la présidente, que nous ne devons nous prononcer aujourd'hui que sur la recevabilité et non sur l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête. 3 conditions sont requises. En premier lieu, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête doivent déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête. En l'occurrence, les faits semblent définis avec une précision suffisante puisque selon l'article unique de la proposition de résolution, la commission d'enquête serait chargée d'évaluer l'étendue et les fondements de la recrudescence des faits qui remettent en cause les valeurs de la République et le pluralisme dans l'enseignement supérieur ces dernières années, d'identifier à la lumière de ces faits les pressions et influences idéologiques qui pèseraient sur l'écosystème universitaire, d'établir si les établissements d'enseignement supérieur et l'État sont dotés de moyens suffisants pour assurer le respect des valeurs de la République et du pluralisme dans l'enseignement supérieur, d'identifier la pertinence des garanties actuelles du pluralisme et de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur au regard du respect
des principes républicains. Et enfin, d'identifier des solutions pour remédier aux manquements et dérives constatés dans les respects, et je le dis avec clarté et fermeté ici, des principes d'autonomie des universités et de liberté académique. Le premier critère est donc rempli. En second lieu, de telles propositions de résolution sont recevables, sauf si, dans l'année qui précède leur discussion, a eu lieu une commission d'enquête ayant le même objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce, bien que les travaux de notre commission aient pu, à quelques occasions, aborder certaines thématiques évoquées par la présente proposition de résolution. La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité. Enfin, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Le troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit même que la mission d'une commission d'enquête déjà créée prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. Interrogé par la présidente de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux lui a fait savoir dans un courrier du 30 mai 2024, dont nous n'avons eu connaissance seulement hier, après que le projet de rapport vous ait été communiqué, que le périmètre de la commission d'enquête envisagée est susceptible de recouvrir des procédures pénales en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. La commission devra donc veiller, au long de ses travaux, à ne pas faire porter ces investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, ce que rappelle d'ailleurs la chancellerie, qui précise que l'articulation de l'enquête parlementaire avec les procédures judiciaires ne doit pas donner lieu à des investigations sur des aspects relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. La commission d'enquête veillera donc tout au long de ses travaux à ne pas étendre ces investigations à des faits faisant l'objet d'instances devant cette autorité. Sous cette réserve, il apparaît donc que la création de cette commission d'enquête est juridiquement recevable. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais donner maintenant la parole au Rassemblement national pour 2 minutes. Julie Le Chanteux. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La création de la commission d'enquête sur le respect des valeurs de la République et du pluralisme dans l'enseignement supérieur va dans le sens de nos propres propositions. Après les épisodes de violence et d'intimidation auxquels nous avons pu assister ces derniers mois, je dirais même que cette commission d'enquête est nécessaire. Montée fulgurante de l'antisémitisme, multiplication des cellules de groupuscules œuvrant publiquement contre nos institutions et nos valeurs, le groupe Rassemblement national avait déjà réalisé à plusieurs reprises ce constat. En ce sens, nous avions même proposé la création d'une mission d'information qui reprenait les grandes lignes de la commission actuellement soumise au vote. Elle nous semble donc satisfaisante sur le fond et sur la forme. Nous voterons donc pour la création de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LFI, Hendrik Davy. Merci Madame la Présidente. Nous examinons la proposition du groupe Horizon de créer une commission d'enquête sur le respect des valeurs de la République à l'université. Alors pour faire face aux enjeux actuels, l'université a besoin de moyens. Alors l'effort en R&D de la France stagne et Bruno Le Maire exige 1 milliard d'économies supplémentaires. C'est ça le principal problème de l'université. Mais l'urgence du groupe Horizon est de jeter la suspicion sur la communauté universitaire en demandant une commission d'enquête. Et c'est là le problème, puisqu'on examine la recevabilité, avec un exposé des motifs vraiment digne d'un débat sur CNews. Et là, ce n'est pas nouveau. Frédérique Vidal, Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal ont chacun à leur tour repris le fantasme obsessionnel du Rassemblement national, d'ailleurs ils s'en félicitent, sur le soi-disant wokisme islamo-gauchisme de l'université. Alors, selon l'article 137 du règlement intérieur, les propositions de résolution, vous l'avez rappelé, pour créer une commission d'enquête doivent déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête. Or, dans votre exposé des motifs, il n'y a aucun chiffre pour justifier cette commission d'enquête. La plupart des postulats sont biaisés quand ils ne sont pas carrément islamophobes. Vous citez certaines annulations de conférences, mais alors, vous en oubliez d'autres tout aussi graves. Pour cadrer votre commission d'enquête, vous auriez dû en rester au principe, si vous vouliez une commission d'enquête sur ce sujet. D'abord, l'université doit rester autonome et des pouvoirs politiques et des églises. Mais cela commence par le respect des franchises universitaires, selon laquelle les forces de l'ordre ne peuvent y intervenir sans leur accord. Je vous le rappelle que ça date de 1231. Ensuite, l'université doit garantir la liberté d'expression, effectivement, des étudiants et des personnels, et la liberté académique des scientifiques. Mais c'est précisément ces principes qui sont mis à mal dans votre exposé des motifs. Je rappelle juste que l'étude des discriminations et du colonialisme n'entrave en rien les valeurs de la République.
S'attaquer à ces recherches, comme vous le faites dans votre exposé des motifs, constitue pour le coup une vraie menace à la liberté académique. Alors, cette commission d'enquête, pour nous, elle n'est pas recevable. Mais si je peux faire une suggestion, nous aurions plutôt besoin d'une commission d'enquête pour examiner quelles conséquences les attaques terroristes du 7 octobre et la politique génocidaire conduite à Gaza ont eu sur la liberté académique et la liberté d'expression. Je prendrai juste 2 exemples qui auraient pu être dans votre exposé des motifs s'ils n'étaient pas biaisés. La Société des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans a fait un communiqué Monsieur le député. dans vous lequel... avez 2 minutes. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, Agnès Firmin-Levaudot. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui tend à la création d'une commission d'enquête relative au respect des valeurs de la République et du pluralisme de l'enseignement supérieur. Le groupe Horizon et Apparentés est particulièrement sensible aux conditions de travail des professeurs d'université, des étudiants, dans une actualité où de plus en plus de faits semblent remettre en cause les valeurs de la République, telles que la liberté d'expression et d'association, la laïcité ou l'égalité devant la loi. Cette commission d'enquête vise à établir si ces faits évoqués sont constitutifs d'une dérive au sein de l'enseignement supérieur, d'en identifier les fondements et d'analyser si les établissements et l'État sont dotés de moyens suffisants pour assurer le respect des valeurs de la République et du pluralisme. Il s'agira enfin d'identifier les solutions et les mesures à mettre en œuvre afin de trouver une voie vers l'apaisement, toujours dans le respect des principes d'autonomie des universités et de liberté académique. Cette demande de création de commission d'enquête s'inscrit dans le cadre du droit de tirage annuel de notre groupe, qui permet à chaque groupe de créer la commission de son choix. S'agissant de la recevabilité de cette proposition de résolution, le groupe Horizon et Apparentés suivra l'avis du rapporteur qui estime que la commission d'enquête doit être déclarée recevable dans la mesure où elle détermine les faits qui donnent lieu à l'enquête. Ces faits n'ont pas donné lieu à une mission d'information et le garde des Sceaux ne semble pas avoir fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. En tout état de cause, la Commission veillera, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Nous serons donc attentifs aux travaux menés et aux conclusions de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Les Républicains, Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je salue évidemment le lancement de cette commission d'enquête qui vient soulever un sujet trop longtemps banalisé quand il n'était pas tout simplement nié, à savoir celui de l'entrisme et du militantisme puissant de certains mouvements radicaux au sein de l'enseignement supérieur. Les valeurs de la République sont dans l'ADN même, par définition, de l'université et à ce titre-là, elles ne sont pas négociables. Je voudrais souligner que cette commission vient par ailleurs faire écho à la mission d'information sénatoriale qui se déroule en ce moment sur l'antisémitisme en France, dans l'enseignement supérieur. Et il est heureux qu'elle ne se concentre pas sur un sujet unique, car c'est un écosystème complet qu'il convient aujourd'hui de décrypter. Je voudrais insister sur un point qui me semble crucial, à savoir celui du rôle, du poids et de l'influence de certaines associations étudiantes qui peuvent porter des discours dangereux et des actions scandaleuses, parfois illégales. Et le plus problématique dans tout ça, c'est qu'elles peuvent être financées en partie par des subventions publiques. À titre d'exemple, et je crois qu'au cours de cette commission, vous en découvrirez bien d'autres, on peut citer la revendication par l'UNEF, par exemple, des blocages en soutien à la Palestine dans les universités françaises. On peut également penser aux annulations de conférences ou de réunions diverses, comme ça a été par exemple le cas le 28 mars dernier à l'université de Grenoble. Monsieur le député, Monsieur le député, c'était 2 minutes et vous avez largement dépassé. Pour les écologistes, Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, notre sentiment est pour le moins circonspect alors que la création de cette commission d'enquête est soumise au vote de la Commission. Nous voyons bien les intentions, pas si cachées que ça au regard des propos de certains collègues avec toujours la même rengaine, que la République serait bafouée en permanence, que ses valeurs ne seraient pas respectées, que le pluralisme serait entravé, en particulier dans l'enseignement supérieur. Après une première tentative déshonorante d'instrumentaliser l'ESR avec une enquête sur le prétendu islamo-gauchisme dans l'université, les groupes majoritaires s'honoreraient à ne pas persister dans la chasse aux sorcières. Si ce n'était aussi pesant, répétitif et caricatural, nous serions tentés de laisser dire et d'en rire, de ne pas prendre part à cette commission qualifiée d'enquête, alors que le cadre même de cette enquête paraît manquer de la rigueur qui devrait la caractériser. Mais nous y serons représentés, car il convient de s'y exprimer et aussi d'entendre, même si cela nous écorchera parfois les oreilles, ce qui va s'y dire. Car nous y serons pour défendre ce qui nous semble essentiel, la liberté académique. Mon collègue Henrik Davy l'a dit, l'université doit rester autonome des pouvoirs politiques et religieux. Et cette autonomie gêne beaucoup de gens à plusieurs niveaux. Si on veut minimiser les enjeux climatiques et écologiques, la science est gênante. Si on veut museler les libertés individuelles et combattre l'égalité, la liberté d'expression est gênante. Je pourrais poursuivre cette liste, mais il est gênant de nier qu'en plus d'être des lieux consacrés à la transmission des connaissances,
nos facultés ont toujours été des terrains de joute politique et de l'expression de la pensée critique. Je souhaite donc bon courage au président de cette commission d'enquête pour que le débat, je cite, soit de qualité et qu'il ne se fasse pas déborder par d'éventuelles radicalités. Pour ne pas créer de précédents, nous nous abstiendrons, mais nous resterons extrêmement vigilants. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste apparenté, Fatia Kelouachi. Merci, madame la présidente. À l'heure où les frais d'inscription de l'université augmentent de 2,9%, la priorité de nos collègues Horizon est de s'interroger sur les valeurs de la République dans nos universités. Lorsque l'on raisonne de façon raisonnable, lorsqu'on a les pieds sur terre, en adéquation avec la réalité du terrain, on se rend compte que l'objet de cette commission d'enquête n'est pas attendu. Plus que pas attendu, cette commission d'enquête n'est pas souhaitée. Au contraire, elle est décriée. Les usagers, les organisations étudiantes, les enseignants, ainsi que les présidents et présidentes d'université n'en veulent pas. Ce qu'ils souhaitent, c'est un travail parlementaire qui repense un modèle d'enseignement supérieur dans lequel les frais d'inscription des étudiants ne compenseraient pas les baisses de dotation des universités. Ce qu'ils souhaitent, c'est un accompagnement financier des établissements et des logements rénovés, des CROUS mieux dotés, la fin de la précarité. Tout ce que cette commission d'enquête ne propose pas. Parce que nous ne considérons pas qu'il y ait une opportunité d'ouvrir une telle commission d'enquête, nous ne prendrons donc pas part au vote. Je vous remercie. Merci, madame la députée. Et je rappelle que nous ne votons pas sur l'opportunité, mais sur la recevabilité de la commission d'enquête. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Simplement dire effectivement comme on se... Ah, pardon. D'accord, mais vous n'étiez pas inscrit, donc... Ah oui, c'est possible, mais c'est vrai que moi, j'ai pris ceux qui étaient... Je m'excuse, je pensais que ça se faisait automatiquement. Non, allez-y, je vous en prie. Merci, madame la présidente. Chers collègues, en février 2021, l'ancienne ministre Frédérique Vidal annonçait qu'elle allait demander au CNRS de produire une étude portant sur l'islamo-gauchiste à l'université. Le CNRS avait alors condamné ceux qui tentaient de profiter de l'usage de ce terme pour remettre en cause la liberté académique ou stigmatiser certaines communautés scientifiques. 3 ans après, l'offensive réactionnaire contre les libertés académiques se poursuit. Le groupe Horizon dénonce l'importation depuis les États-Unis d'une culture wokiste ou relativiste qui viserait à réduire au silence dans l'espace public tous ceux qui portent des paroles ou un comportement jugé offensant. Les auteurs de cette proposition de résolution, tout comme la ministre de la Culture d'ailleurs, sont incapables de définir le wokisme. Pourtant, l'article 137 du règlement de notre Assemblée précise que la proposition de résolution doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à une enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner la gestion. Nous sommes convaincus que cette commission d'enquête n'a pour objectif que celui d'instrumentaliser l'enseignement supérieur et de dénigrer les mouvements contestataires en les englobant sous une même identité fictive aux contours poreux. Le groupe GDR ne s'opposera pas à la création de cette commission d'enquête en ce qu'elle résulte du droit de tirage d'un groupe politique. Toutefois, notre groupe y participera afin de défendre les valeurs d'indépendance, de liberté d'expression et de réunion inhérentes à notre modèle d'enseignement supérieur. Merci. Merci, madame la députée. Donc, monsieur le rapporteur, nous pouvons passer au vote. Donc, nous allons passer au vote et je vais demander par la question qui estime qu'elle est recevable. Qui estime qu'elle ne l'est pas? La commission se prononce donc positivement sur la recevabilité de la proposition de résolution. Je vous remercie. Et nous avons encore une nomination à faire avant de nous séparer, puisque nous devons désigner un rapporteur chargé de préparer les avis de la Commission sur les projets de contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions, France Médias Monde, Radio France et l'INA. Et nous devrions avoir transmission officielle de ces projets de com dans les tout prochains jours. Nous entendrons les responsables de ces 4 entités, je vous en prie mes chers collègues, le mardi 2 juillet après la séance des questions au gouvernement et formulerons l'avis de la Commission à l'issue de cette audition. Et j'ai reçu pour cela la candidature de madame Céline Calvez. S'il n'y a pas d'objection, elle est désignée.
Donc, je vous remercie. Et comme vous le savez, je serai ravie de vous accueillir mardi prochain, le 11 juin, à 16h30, pour un atelier sur l'intelligence artificielle générative et la pensée critique. Donc, à mardi prochain.